Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Depuis quelques heures, l'ambiance est à l'installation des conseils communaux sur l'ensemble du territoire après le faux départ de ce vendredi. On connaît déjà depuis ce samedi quelques chefs d'exécutifs communaux de certaines villes, mais derrière le protocole, quelle marge de manœuvre, mesdames et messieurs, réelle pour nos élus, alors que Cotonou et les autres villes à statut particulier retiennent leur souffle pour l'installation de leur conseil. Ce dimanche, eh bien, pour le cas de Cotonou, nous ouvrons le débat sur les défis de cette mandature qui s'installe. Après 6 années de gestion pour le compte de la 4e mandature, croisée sur le chemin par une réforme administrative profonde, quel bilan faire de la séparation des pouvoirs entre le maire et le secrétaire exécutif? Nos communes sont-elles devenues de véritables moteurs de développement ou de simples relais de l'État central? Ont-elles la main pour innover et quelles sont les urgences, les enjeux de la mandature qui s'installe? Pour en parler, nous recevons ce dimanche une voix d'expérience, un homme qui connaît les rouages de nos mairies de l'intérieur, ancien secrétaire général des communes de Ouidah, Beaumoncey et Abomey-Calavi. Il est un expert en décentralisation et développement local, administrateur civil et consultant en gouvernance locale. Mon invité à nom, Gildas Herman Adoukonou. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec beaucoup de plaisir. Alors, votre expertise et vos expériences nous seront donc utiles dans l'exercice que nous voulons faire. Je viens de le dire, eh bien, l'actualité, c'est l'installation donc de ces élus au niveau local. On entre donc dans le vif du sujet, Monsieur Adoukonou. Nous sommes dans cette période et plusieurs communes connaissent déjà leur maire. Pour ce qui est annoncé, l'installation du conseil communal de Cotonou, ou municipal de Cotonou si vous préférez, doit avoir lieu ce dimanche. Mais déjà, pour lancer le débat, M. Adoukonou, au-delà du simple respect peut-être du calendrier, comment analysez-vous cette atmosphère d'attente autour de la capitale économique et des autres villes à statut particulier? Merci beaucoup, madame la journaliste, pour cette opportunité que vous nous donnez d'échanger avec nos concitoyens sur les enjeux de ces élections communales et municipales. Et comme vous le savez bien, vous l'avez dit tout à l'heure, que cela suscite un certain nombre d'engouements. Tout le monde attend les premiers responsables qui seront ou qui ont commencé par être désignés, parce que, au terme des dispositions de la loi, la commune est l'instance privilégiée de l'exercice de la démocratie à la base. Alors donc, ayant participé au choix des conseils communaux et municipaux, c'est dans la logique, n'est-ce pas, des choses que les populations veulent, n'est-ce pas, rapidement avoir les noms, les visages de ceux qui seront les premiers responsables politico-administratifs de leur collectivité territoriale respective. Oui, là on attend plus ceux des villes à statut particulier. Pourquoi cet intérêt selon vous? Parce que c'est justement un statut particulier ou il y a un autre enjeu derrière? Absolument. Vous savez, les villes à statut particulier sont les grandes agglomérations de notre pays. Et ce sont des villes à fort potentiel, à forte dynamique économique, à forte dynamique sociopolitique également. Et donc cela attise beaucoup d'appétit politique. On veut savoir celui qui va porter, n'est-ce pas, le visage de la ville de Cotonou, d'accord, pour les 7 prochaines années, la ville de Porte-Nouveau, la ville de Parakou, la ville d'Abomey-Calavi. Donc je viens de citer les 4 villes à statut particulier conformément aux dispositions du Code de l'administration territoriale. Donc ces grandes agglomérations, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, quand on les regroupe, les 4, ils tiennent plus de, quand on prend toutes les autres villes cumulées, des grands projets
d'aménagement du territoire qui sont opérés au niveau central. Et cette ville concentre plus de 30-40% des investissements publics affectés à ces différents programmes. Donc, c'est normal que cela puisse, n'est-ce pas, recueillir l'attention de tout le monde. En parlant de Cotonou, on a une cartographie, ou si vous préférez, un catalogue de profils pressentis donc pour accéder au fauteuil de maire. On a connu l'ère du Atropo, mais beaucoup annoncent qu'il pourrait siéger au Parlement, donc plus forcément dans la course à sa succession à la tête de Cotonou. Là, on entend parler de M. Tonato, actuel ministre du cadre de vie, des transports, que vous connaissez que trop bien, et également monsieur l'ancien ministre Luc Nyankadia, qui est également candidat dans la commune de Cotonou. Alors, de grandes personnalités qui sont là pour succéder à Luc Atropo, en tout cas, en attendant de voir. Mais vous, que vous inspire ces profils qui certainement ne sont pas positionnés au hasard dans cette commune? Absolument. C'est des informations comme vous, mais comme vous êtes certainement dans les couloirs auxquels nous on n'accède pas. Autrement, on ne poserait pas la question, hein, monsieur Alukoulou. Absolument. Donc, si j'aborde dans le sens des hypothèses que vous émettez au regard de vos investigations, que je juge crédibles d'ailleurs, ou que je peux juger crédibles, je peux vous dire que si ce casting en griffe s'avérait, j'allais dire, matérialisé, cela serait d'une très bonne augure pour la capitale économique. Pourquoi? Parce que ces deux profils, moi, j'ai eu la chance dans mon parcours de les côtoyer un peu. Et quand je prends monsieur le respectable, monsieur le ministre Luc Nyankadia, je peux vous dire qu'il est le père de ce que nous appelons la gestion axée sur le résultat au Bénin, au niveau institutionnel. Et lorsqu'on parle de la gouvernance institutionnelle, hein, pour quitter le pilotage classique des services publics, pour arriver à la responsabilisation des acteurs au niveau ministériel et dans les structures déconcentrées de l'État, M. Luc Nyankadia en a été le pionnier. C'est lui qui a initié les premières dispositions réglementaires qui ont régulé la généralisation de la garde dans nos institutions, la gestion axée sur le résultat, pour qu'on puisse aboutir à l'élaboration des PTA, des plans de travail annuels, le budget programme, jusqu'aujourd'hui, on parle de la gestion publique. Donc, voilà une personnalité qui a fait ses preuves et qui, après cela, a porté quand même notre drapeau au niveau des Nations Unies, en tant que sous-secrétaire des Nations Unies, sur la question des changements climatiques et autres. Donc, et vous savez ce que Cotonou, comme préoccupation en matière de politique de résilience au changement climatique, les questions récurrentes d'inondation, du fait du niveau de la mer par rapport à la ville, qui fait que, bon, on a eu les conseils municipaux précédents ont essayé, d'apporter des solutions. Nous avons eu Cotonou en campagne contre l'inondation ici. Les 3 CI. Les 3 CI que vous avez beaucoup critiqué dans le temps. Mais ce sont des solutions qu'il faut vraiment aborder avec beaucoup de gravité. Et ayant capitalisé toutes ces expériences-là à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays, je crois qu'il détient les rudiments nécessaires pour pouvoir booster un bon aménagement du territoire
cotonois. Quand je prends le ministre actuel, M. Tolanto, bon, lui, vous l'avez vu, vous ne le voyez pas dans le bavardage politicien en griffe. Il est très peu bavard. Très peu bavard. Il a été, avant d'être ministre, je pense, il a géré le cabinet du ministère avant de prendre le portefeuille directement. Tout à fait. Et il a coordonné, il a été régisseur d'un projet qu'on appelait le PACT, le projet d'appui aux collectivités territoriales. Moi, je l'ai connu là. Et il faisait le renforcement des capacités sur l'aménagement du territoire d'un certain nombre de villes. Et à ma qualité, dans le temps de secrétaire général de la ville de Ouidah, nous avions travaillé ensemble. Et vous savez, c'est un architecte d'urbanisme de formation et qui a participé à l'élaboration et à la validation de la plupart des documents de planification spatiale de nos villes. D'accord. Vous voyez. Et donc, celui-là me semble être crédible si on ne veut pas seulement porter un chapeau politique à la ville de Cotonou, si on veut trouver, n'est-ce pas, des compétences pour renforcer, pour améliorer le cadre de vie des Cotonois. Il me paraît également très opportun de pouvoir identifier ces illustres personnalités comme casting à la tête de notre ville. Ce qui surprend, c'est qu'on met ces mastodontes à la tête de dans les mêmes conditions dans cette ville. Donc on ne sait pas encore le choix qui sera fait à l'issue de l'installation de ces nouveaux élus. On reste attentif là-dessus. On reste attentif, c'est tellement que le préfet du littoral, d'accord, autorité de tutelle, qui procédera à l'installation du conseil municipal dans quelques heures, aurait déjà reçu, d'accord, les instructions du parti, d'accord, pour pouvoir le faire, puisque, comme vous le savez, les maires, les adjoints aux maires sont désignés. La désignation se fait lors de la séance d'installation par l'autorité de tutelle, mais en amont, il aurait déjà reçu une notification dûment signée, n'est-ce pas, des responsables du parti. Et c'est ça que lui vient dévoiler juste à la séance d'installation. Il possède l'installation de ces derniers. Donc, nous sommes en train de voir le balai des premiers maires, des adjoints déjà à travers les canaux des médias. Et d'ici là, nous verrons à Cotonou, Porte-Nouveau, Parakou et Abomey-Calavi, ceux qui seront les illustres désignés pour pouvoir faire face à ces grands défis de développement à la base. Avant qu'on ne sorte du contexte des installations, dernière question sur Cotonou. Vous savez, il est enrôlé, ou la ville elle est enrôlée dans un grand projet, celui de l'aménagement du Grand Nokoué, une ambition du gouvernement ou de l'exécutif actuel qui semble vouloir en faire un pôle de développement intégré. Selon vous, une telle dynamique pour ces villes du Grand Nokoué va-t-elle réellement booster ou peut-être booster l'interconnectivité entre ces villes? Ce sont des modalités de gouvernance et de gestion des compétences des communes qui sont bien prévues par les dispositions légales, notamment notre loi 2021-14 du 20 décembre 2021, du moins portant en cours de l'administration territoriale, qui dispose, n'est-ce pas, que les collectivités locales qui ont un certain nombre, d'accord, d'interdépendance de par leur proximité, de par leur dynamique sociale, de par leur interaction économique ou démographique, peuvent se mettre ensemble pour pouvoir bâtir de grandes agglomérations. D'accord. Sur, n'est-ce pas, des thématiques que ces collectivités locales elles-mêmes ont définies de commun accord avec l'État central. Ça peut être de l'initiative de l'État central comme de l'initiative des communes elles-mêmes. Vous voyez.
Ce Grand Nokoué, en fait, le gouvernement actuel n'a fait que matérialiser ou institutionnaliser, hein, des prémices, Oui. d'accord, de coopération intercommunale déjà qui existait entre ces villes. Ok. D'accord. Vous imaginez déjà que, je peux vous dire, entre Cotonou et Abomey-Calavi, le cimetière de Sourmain, qui est à Abomey-Calavi, appartient à la ville de Cotonou. Le grand regroupement des ordures de Wessé, qui est sur le territoire de la ville de Ouida, d'accord, a été initié et mis en place, n'est-ce pas, Oui. par la ville de Cotonou. C'est pour pouvoir désengorger les regroupements d'ordures à Cotonou que les deux communes se sont entendues pour que Cotonou déverse et traite ces déchets, les déchets solides ménagers, à Wessé. Ce que la société de gestion des déchets du Grand Nokoué a continué par faire, l'a moderniser. Parce que vous voyez donc, ce n'est rien de nouveau. C'est seulement le cadre institutionnel qui a été consolidé et avec la création de cette société-là, qui aujourd'hui, quand vous voyez dans ces villes-là, vous voyez quand même qu'il y a une plus-value qui est apportée à l'entretien des artères, des trucs-là. Donc, c'est une union, c'est un renforcement, c'est un renforcement de leur potentialité pour pouvoir mieux organiser un domaine qui, ma foi, était très complexe à gérer de façon, j'allais dire, de façon séparée. Allez, nous bouclons actuellement une mandature de 6 années. Si l'on pose un regard froid, M. Adoukonou, sur cette période que nous avons traversée, cette 4e mandature, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour le citoyen, à votre lecture, en tant qu'expert? On vient de parler au niveau du Grand Nokoué, quand vous allez parler du citoyen, au niveau du Grand Nokoué, il y a une harmonisation de la gestion des déchets solides ménagers. Oui, on vient de le dire. Voilà, ça, le citoyen le sent. On est passé de la forme associative à la création des groupements d'intérêt économique pour renforcer la précollecte. Et aujourd'hui, vous voyez, vous allez payer une somme forfaitaire de 5 000 francs par an pour pouvoir vous abonner, d'accord, au service de la société de gestion des déchets solides ménagers du Grand Nokoué. Et ça se vit directement. D'accord. Deuxièmement, vous avez, quand je prends toutes les autres communes en dehors du Grand Nokoué, par exemple, ça c'est un exemple assez singulier, vous avez j'allais dire, une dépolitisation des services sociaux de base, notamment au niveau de nos mairies. Au niveau de nos mairies, du fait de la séparation de pouvoir politique, d'accord, des services administratifs et techniques. D'accord. Qui a été opéré, n'est-ce pas, par le nouveau code. De 2021. Voilà, oui. 2021-14, d'accord, qui aujourd'hui a conféré aux maires exclusivement des pouvoirs de gouvernance politique. Et l'animation des services publics locaux est désormais dévolue au secrétaire exécutif. Si vous voyez. Ce qui fait que vous soyez X ou Y, que vous soyez de tel parti ou de position de la mouvance, d'accord, et que vous venez solliciter un service public local, d'accord, vous faites traiter avec une neutralité absolue, d'accord, parce que de l'agent jusqu'au signataire, d'accord, de l'acte, il n'y a aucune connotation politique, aucune interférence politique ici. D'accord. Cela, il va de la célérité des traitements des dossiers. Ces indicateurs que vous venez de donner, est-ce pour vous des éléments pour
montrer la pertinence de cette séparation du pouvoir politique et administratif. Absolument, absolument, parce que avant, lorsque tous les pouvoirs administratifs étaient dans les mains, n'est-ce pas, des maires, parfois, il y a cette propension de déviance ou cette propension de privilège. S'il y a des partisans qui viennent solliciter un service, est-ce que vous voyez? Oui. Le service est néanmoins rendu. Le service est rendu, oui, mais le service public doit être accordé, doit être rendu dans une neutralité absolue. L'administration n'est pas politique. L'administration est une institution républicaine qui est là au service des citoyens et non des partisans, d'accord, du parti politique ou des partis politiques qui gouvernent la ville. C'est d'ailleurs pour ça que je fais souvent des pics pour nos enfants, souvent quand on veut donner les maires, on dit maire PS de temps, ben moi j'ai toujours compris. Non, le maire, il est maire de tout le monde. Il est maire de la ville. Donc les services qu'il offre à ses concitoyens doivent, n'est-ce pas, être revêtis des caractéristiques, des fondamentaux, n'est-ce pas, d'un service public, dont l'épine dorsale est la neutralité de l'agent, d'accord, vis-à-vis des bénéficiaires. Bien sûr. Ce qui n'était pas le cas, n'était pas toujours le cas. Je ne dirais pas que maintenant, ce qui n'était pas toujours le cas, lorsque, bon, si une mairie était dirigée par un maire d'un parti INS et qu'un militant arrive, d'abord, même quand l'agent le voit, d'accord, il sait que c'est un militant assez déterminé de la ville, bon, il a une certaine alliance, il fait ci, et puis bon, il y a de l'abus qui s'installe. Je voudrais parler également de la mobilisation des ressources communales, d'accord, les ressources fiscales, les ressources non fiscales, et aujourd'hui qui sont mobilisées avec beaucoup plus de célérité. Parce que le secrétaire exécutif étant l'ordonnateur du budget communal, c'est-à-dire, quand on dit ordonnateur, ce n'est pas seulement qu'il est celui qui mandate les dépenses, mais c'est lui également qui est responsable de la mobilisation, d'accord, des ressources. Parce que pour effectuer les dépenses, il va falloir mobiliser des ressources. Et quand on dit que tu es ordonnateur, c'est que tu es responsable de la mobilisation des ressources et donc de l'exécution des dépenses prévues dans le budget primitif et ces différentes modifications. Alors, de ce fait-là, qu'il est apolitique, et qu'il a cette autonomie, pas une indépendance, on va en voir tout à l'heure, qu'il a cette autonomie de gestion. Il fait face aux citoyens en opposant à ces derniers, d'accord, leur fibre de participation citoyenne à l'émergence de la ville, aux charges de la ville, à leurs obligations en tant que citoyens de la ville, pour participer au fonctionnement des services publics locaux, pour participer à l'érection, n'est-ce pas, de tel ou tel projet, pour participer à la réalisation des investissements prévus au terme ou bien prévus au niveau, n'est-ce pas, du plan de développement communal, que eux-mêmes, ils ont participé à son élaboration. Alors, de ce fait-là, cela, que vous soyez opposé au maire ou que vous soyez dans le même parti que le maire, vous voyez un organe neutre en face de vous pour vous motiver à souscrire à vos obligations fiscales. Cela vous donne beaucoup plus d'engouement, d'accord, beaucoup d'engouement à y faire face. Est-ce que vous voyez? Et cela a boosté, cela a fait vraiment évoluer au niveau de plusieurs communes les ressources propres de ces collectivités-là pour faire face
aux dépenses publiques locaux. La collaboration n'a pas été du tout facile, hein. On peut dire qu'elle a été tendue presque jusqu'à la fin même pratiquement de cette mandature. On a vu les situations où des SE ont été relevés de leurs fonctions. La dynamique même a été, on va dire, quelque peu revue, puisque désormais le maire aura, je pense bien, 3 normes dans lesquelles il ira piocher son SE pour justement mieux collaborer. Quand on fait le point, 3 ans après la pratique de cette initiative, Monsieur Adoukono, quand vous faites le bilan, pensez-vous que ça a été une bonne initiative qu'on peut perdurer? Voilà. Merci beaucoup. Bon, ça, vous rentrez dans le pan de bilan au niveau des acteurs. Alors je voudrais un peu qu'on revienne à la source. Les réformes, lorsqu'elles arrivent, elles font toujours l'objet de beaucoup de critiques, de beaucoup de résistance et non de résilience, malheureusement, du fait qu'on est juste habitué à un process donné et que l'on se voit déjà à l'aise et le changement fait que, bon, nous commençons par nous chercher, on se dit, est-ce que, voilà, c'est humain, c'est humain. Mais au-delà de nos appréhensions, nous devons essayer de chercher à comprendre l'essence même, hein, ou le résultat escompté par une réforme. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous avons quitté la déconcentration territoriale, c'est-à-dire lorsque l'État central nommait des fonctionnaires à la tête de nos collectivités locales, on avait des sous-préfets ou des chefs de circonscription, et ils avaient tous les pouvoirs en griffe. D'accord? Et il ne se voyait pas de l'obligation de soumettre un budget à un conseil avant d'en avoir l'autorisation d'exécuter. Il n'y avait pas un certain nombre d'organes, il n'y avait pas de municipalité, il n'y avait pas... Voilà. Et en ce moment, quand le chef-ci décide, il suffit d'être en accord avec la hiérarchie, il décidait, et puis vous l'exécutez. C'était le commandement pur. Mais nous sommes arrivés à la première forme de la réforme de l'administration territoriale qui a constitué les départements et les communes. D'accord? Et les communes, qui a donc permis l'installation des premiers conseils communaux et municipaux. Et les maires qui ont été élus se sont vus contraints de gérer de façon collégiale dans une instance plus large, appelée conseil municipal, conseil communal. Et désormais, ils ne sont plus les commandeurs de ville, ils sont de véritables représentants, de véritables délégués des populations, pour pouvoir gérer et leur rendre compte. Est-ce que vous voyez? Donc, avant, la notion de redevabilité au niveau des collectivités locales n'était pas très accentuée parce que c'était le commandement pur et dur. Quand on est passé à là, il y a eu également quelques instruments. Les gens ont dit, bon, moi, avant d'avoir mon budget, je dois aller négocier, préparer, soumettre. Des gens qu'on appelle conseil, là, vont encore vraiment... Et, voilà, on l'a fait et ça a été bien fait, vous avez vu. Vous avez vu, nous avons quand même souscrit à ces obligations-là durant plusieurs mandatures, jusqu'à ce qu'il faille faire un bilan pour voir, d'accord, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous voyez? Je vous suis. Et au terme de ce bilan, des aménagements ont été apportés. Je peux vous dire que les fondamentaux de la gouvernance locale sont demeurés. On n'a pas changé, d'accord, l'ossature institutionnelle des collectivités territoriales. D'accord. Est-ce que vous voyez? Alors, on a juste permis à l'administration communale de mieux fonctionner avec beaucoup plus de célérité et de neutralité.
parce qu'il y a eu un poids plus élevé, une forte émission. Il a été identifié une forte émission du politique dans l'administration communale, qui est l'administration de proximité. Vous pouvez ne pas aller à un ministère toute votre vie, mais c'est clair que vous irez dans votre mairie, tout au moins une fois. Alors, il faudrait que là, à ce niveau, vous soyez traité convenablement, quel que soit votre pouvoir politique. Donc pour vous, les objectifs sont atteints en matière de dynamique à insuffler au niveau de la gestion communale. Absolument. D'accord. Absolument. Je ne dis pas que la réforme viendrait régler tous les problèmes. Aucune réforme ne vient régler tous les problèmes. Tant que c'est nous les hommes qui les mettons en œuvre, nous allons donner le temps. D'accord? Nous allons donner le temps à cette réforme-là d'évoluer et apprécier. Ce qui est sûr, et moi, je peux vous confesser, en tant que secrétaire général honoraire de mairie, je peux vous dire que à plusieurs niveaux, j'ai fait face à des difficultés qu'aujourd'hui, en tant que secrétaire exécutif, je suis plus à l'aise. D'accord? Vous pouviez effectuer une affectation d'un agent communal pour une faute lourde, et du fait qu'un maire, qu'il est en écoutant avec un maire, ou bien qu'il est protégé de votre maire, cette décision est remise en cause sans chercher même à savoir quels en sont les mobiles. Et ça fait quoi? Ça freine le service qui est rendu aux populations. Si cet agent est en train de rançonnement auprès des populations, que je mets, que je le suspends, du fait de cette faute lourde-là, et que, bon, pour des raisons, pour d'autres, on me demande de le rétablir, ou le maire le rétablissait, parce qu'il était le chef de l'administration. Vous voyez? Est-ce que cela participe à la célérité de la fourniture des services publics au niveau local? Aujourd'hui, les secrétaires exécutifs ont des compétences propres pour administrer librement les administrations communales. Et ça, pour moi, nous qui avons fait de la première mandature dans la gouvernance territoriale, pour nous, c'est une avancée notable. Oui, une avancée notable. D'accord. Qui peut-être est montée un peu trop vite à la tête des SE, d'où les conflits qu'on a vus ça et là. Tant que c'est les hommes, c'est vous et moi qui allons mettre en œuvre des réformes, quels que soient les garde-fous ou le cadrage institutionnel que l'on nous perd, il y aura toujours des manquements. Il y aura toujours des manquements. Et si des secrétaires exécutifs ont pensé, et ça je voulais le dire à votre intérieur, ont pensé qu'ils sont supérieurs ou qu'ils ont plus de pouvoir que les maires, ils se trompent. Ils se trompent. Parce que le code est clair là-dessus. Et ça je veux vous le dire à tous les concitoyens, le code est clair. La première autorité politico-administrative, je pèse bien mes mots, la première autorité politico-administrative de nos communes sont les maires. Ça, c'est clair. Est-ce que vous voyez? Ce qui même se matérialise par le fait que c'est le maire qui va tirer au sort. Bien sûr. On est d'accord. Et cette obligation n'est pas seulement, cette réforme n'est pas seulement appliquée au niveau des collectivités territoriales. Au niveau des rôles d'emploi, au niveau de la chaîne des dépenses publiques aujourd'hui, vous avez le fichier national des cadres, des cadres des dépenses publiques. Pour retirer, n'est-ce pas, les départs, les PRMP dans les institutions aujourd'hui, d'accord, les ministres, pour séparer les intervenants de la chaîne des dépenses publiques, d'accord, aux organes politiques qui constituent le ministre, ou les responsables d'institutions, le gouvernement a opéré cette réforme-là pour que les dépenses publiques s'exécutent avec beaucoup plus de célérité et moins d'interférences. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Alors, s'il y en a qui ont eu cette propension-là d'être le patron des maires, d'accord, les secrétaires exécutifs, ils en ont eu à leur dépens. Oui, parce que, oui, ils en ont eu à leur dépens. Et je voudrais demander, n'est-ce pas, à nos collègues, à tous les collègues secrétaires exécutifs de nos mairies, que
outre tout ce qu'il peut y avoir comme susceptibilité, aujourd'hui, avec de quoi les 3 AD, 3 à 4 qui sont en train de faire, ils ont vu qu'ils ont intérêt à collaborer de façon sincère, hein, avec les maires, parce que votre pouvoir, même si vous êtes tiré au sort, c'est le maire qui prend l'arrêté de votre nomination. Est-ce que vous voyez? Et qui vous installe. Et les pouvoirs qui vous sont dévolus, vous le faites, d'accord, sous l'autorité du maire. Et mieux, la loi donne le pouvoir au maire de veiller au bon fonctionnement de l'administration par le secrétaire général. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est le code qui le prescrit. D'accord. Voilà. Donc, tout ce que le secrétaire général exerce... Exécutif aujourd'hui. Excusez-moi. Tout ce que le secrétaire exécutif, d'accord, opère, hein, comme activité, l'animation des services, la coordination des services publics locaux, tout ce qu'il fait, il le fait sous l'autorité du maire qui doit veiller, n'est-ce pas, au bon fonctionnement des services publics locaux par ce dernier. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui les diviser? Les SC dans les mairies, ils sont en place, il y a de nouveaux élus, il y aura forcément de nouveaux maires. Oui. Alors, après la petite expérience que nous avons eu à faire et les nouveaux qui entrent, qu'est-ce qui pourrait diviser ces deux maillons essentiels à la tête de nos communes, M. Aboukoum? Je parlerai plutôt de ce qui pouvait créer d'incompréhension. Et cette incompréhension, je crois que l'autorité de tutelle est là pour que lors de l'installation, ou après, juste l'installation, les premiers jours de cette mandature, renforcer les capacités des nouveaux élus à s'approprier les nouvelles dispositions qui régissent le fonctionnement des communes. Ça, c'est très important. Parce que s'il y a beaucoup de conseillers qui n'avaient pas, beaucoup de maires qui n'avaient pas exercé, tout au moins en tant que conseiller municipal ou conseiller communal, ils peuvent penser qu'une fois désignés maires, qu'ils ont toujours les mêmes prérogatives d'avant. Donc, il va falloir renforcer leurs capacités. Et je crois qu'il y a plusieurs instances. Le CEFAL, à travers le ministère en charge de la gouvernance locale. Il y a la cellule présidentielle de suivi de la réforme territoriale, qui est d'ailleurs dirigée par un collègue, M. Renaud, que je salue au passage, qui s'emploiera certainement à apporter les rudiments nécessaires à ces nouveaux élus pour qu'ils puissent comprendre l'étendue de leur pouvoir, les limites de leurs prérogatives et la nécessité de complémentarité qui doit exister entre eux, organes politiques, et le secrétaire exécutif, organe technique de la mairie. Tout à l'heure, je vous demandais si la décentralisation a tenu sa promesse de développement à la base à travers la question qui visait à savoir ce qui a concrètement changé dans le quotidien ou changé pour le citoyen lambda. Vous avez évoqué le cas de gestion de la société SGDS et également des mobilisations à la base. Mais je vais vous faire remarquer ce fait. On constate généralement, M. Aloukonou, que la plupart des grands projets de développement des communes émanent de l'État central. Alors, la question qui vient là tout de suite, est-ce un aveu d'impuissance au niveau des communes ou on va dire une reprise en main au niveau de l'État central ou du sommet, si vous préférez, pour être sûr que les projets puissent atteindre la communauté à la base? Non, non, il n'y a pas eu une prise en main des prérogatives dévolues aux collectivités locales par l'État central. Et à mon humble avis, sur un territoire, vous avez les projets communaux, qui sont d'initiative de la commune, et la mise en œuvre d'un certain nombre de projets et programmes de l'État central, dont la ville est bénéficiaire. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est l'arrimage
structurée. C'est la mise en cohérence, d'accord, de ces deux pôles d'activité de développement local qui fera de nos territoires des véritables pôles de développement. Je m'explique. C'est-à-dire que aujourd'hui, les maires et leurs conseils ont l'obligation, d'accord, du développement local. C'est-à-dire c'est à eux qu'on a assigné la mission du développement local. Oui. Est-ce que vous voyez? Alors, ça fait que la loi prescrit un certain nombre de documents de planification au niveau local pour pouvoir élaborer, pour pouvoir asseoir un dispositif cohérent, hein, d'animation de l'économie locale pour aboutir à cette fin. Et pour ce faire, il y a l'élaboration du PDC que vous connaissez tous, du SDAC, des PDU, un certain nombre de documents, je ne vais pas ennuyer les téléspectateurs avec nos jargons techniques, mais il y a un certain nombre d'outils de gestion de l'économie locale qui ont été, n'est-ce pas, proposés, oui, qui ont été pressés par la loi et qui doivent être, n'est-ce pas, mis en place par les communes. Alors, les projets qui en découlent sont de l'initiative communale, mise en œuvre, financée par les communes, par rapport à conformément à leurs ressources. Alors, lorsque, dans l'élaboration du programme de plan de développement national, un certain nombre de préoccupations qui, certainement, peut-être sont prises en compte dans le PDC et dont les ressources ne permettent pas, n'est-ce pas, de les financer, et que l'État central le fait, il n'y a pas du tout. C'est une mise en cohérence. C'est pour ça même que dans la définition des projets au niveau communal, on fait obligation, d'accord, aux pouvoirs locaux de s'allier, d'accord, de faire une arrimage entre les projets publics au niveau local et, n'est-ce pas, les différentes politiques au plan national, pour ne pas créer un certain nombre de deux poids, deux mesures, de chevauchement d'intervention sur le même territoire. D'accord, mais quand l'État central on vient à gérer des projets pour la commune, je prends l'exemple peut-être des marchés. Simple exemple des marchés. Les communes ne contribuent pas réellement dans l'exécution de ces genres de projets. Tout dépend également effectivement de l'envergure du projet. Vous voyez, les marchés, c'est des compétences qui ont été, d'accord, minutieusement orientées, hein, au niveau du pouvoir central par rapport à l'envergure des activités qui en découlent. Est-ce que vous voyez? Je vous suis. Alors, lorsque vous prenez les marchés, aujourd'hui, quand un marché est érigé par l'État central sur un territoire, moi je peux vous rassurer que ça fait des renforcements, d'accord, de ressources propres pour la commune. Oui, là on crée pratiquement, quand on modernise, tout on crée plus ou moins la ressource au même moment, pour la commune. Oui, parce que les marchés pour lesquels la commune n'a pas les ressources, d'accord, d'opérer leur modernisation, et que l'État vient accompagner la commune dans ce sens, vous n'allez pas me dire que l'État est venu empiéter sur les prérogatives de la commune. Au contraire, elle vient accompagner la commune dans la consolidation de ses ressources propres. Ça ne sera pas dans ce sens-là la question. La question sera plutôt quelle autonomie alors de mobilisation également pour ces communes pour avoir de telles initiatives d'envergure. Au fait, ça a ce sens plutôt que la question doit être posée, puis sinon l'État a un pouvoir transversal, même si on a voulu de la décentralisation. Tout à fait. Comme je le disais, vous êtes autonome mais vous n'êtes pas indépendant.
Ah oui, il faut séparer les choses. Vous êtes autonome, mais vous n'êtes pas indépendant. Alors donc, vous constituez vous êtes à la tête d'un organe doté d'une personnalité juridique, qui avait une autonomie de gestion, une autonomie financière, mais vous le faites dans un cadre légal au sein, n'est-ce pas, d'une nation. Et j'imagine si l'État ne contribue pas, d'accord, au financement des budgets communaux, il y aurait plusieurs communes peut-être qui n'existeraient plus. Là, les communes sont toujours alors sous tutelle, M. Adoukone. Non, passe pas. Quand vous dites sous tutelle, vous allez un peu trop loin dans des thèmes que nous on n'aime pas tout. Bon. Voilà, parce qu'on n'est plus dans la déconcentration territoriale. Nous sommes dans une véritable décentralisation. Est-ce que c'est réel, au fait? Si on vous demande si c'est réel, puisque les budgets sont préparés, d'accord, examinés, adoptés par les conseils de supervision, validés par les conseils municipaux et communaux et approuvés par l'autorité de tutelle. D'accord? Aujourd'hui, personne n'impose un budget à une commune. Si je peux vous parler de l'outil de gestion le plus répandu qu'est le budget, d'accord? Le budget, aujourd'hui, est du début jusqu'à la fin géré par les communes, mais encadré par l'État pour éviter tout ce que vous savez comme malversation financière. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Alors la loi des finances et les différents textes réglementaires des finances publiques encadrent le mode de fonctionnement de ces budgets-là pour que chaque acteur puisse mesurer sa responsabilité dans les ressources publiques au niveau local. Alors, il faut résumer en disant que aujourd'hui, même en étant État, d'accord, nous ne sommes pas en proclamant notre indépendance, nous ne sommes pas dans notre fonctionnement complètement indépendant, puisque dans la mobilisation des ressources, nous avons, n'est-ce pas, beaucoup de partenaires au plan multilatéral qui nous appuient, au plan bilatéral qui nous appuient également. Alors, ce n'est pas une commune dans une nation qui va, au nom de cette autonomie, dire qu'il va s'envoler seul en autarcie. Ce n'est pas possible. Dès lors que les fondamentaux de la gouvernance locale, de la décentralisation sont respectés et que l'État, aujourd'hui, s'investit à mieux accompagner les collectivités locales, c'est une aubaine pour les conseils communaux et municipaux afin de pouvoir mieux consolider le développement local. Aujourd'hui, quelle est la capacité de mobilisation de nos communes? Nous sommes en début d'exercice et aujourd'hui, dans la plupart des communes, le taux de mobilisation serait très faible puisqu'on vient de démarrer l'exercice budgétaire 2026. Mais lorsque nous comparons avec les exercices précédents, il faut aller commune par commune. On n'aura pas le temps de le faire. Voilà, on n'aura pas le temps de le faire. Alors maintenant, pour parler de l'aspect global, d'accord, dans la mobilisation des ressources, où le niveau de la mobilisation des ressources propres dans le financement du développement local, c'est de ça que vous parlez. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous voyez, n'est-ce pas, les quotités qui sont réalisées au niveau de nos communes par les secrétaires exécutifs, sous bien sûr la bienveillante attention de nos maires, nous avons constaté une nette amélioration. Il y a les villas statuts particuliers qui ont progressé de 15 à 17%. Alors, cela est dû à plusieurs facteurs. Notamment la dépolitisation de la chaîne de mobilisation des ressources communales. D'accord? Et également un certain nombre de réformes au niveau de l'État central qui renforcent aujourd'hui
hein, la célérité dans la mobilisation des ressources publiques locales. Lorsque vous prenez la digitalisation, quand on prend, n'est-ce pas, un certain nombre de ressources qui aujourd'hui sont payées directement, hein, qui sont mobilisées de façon très sereine, hein, par les outils modernes de mobilisation de ressources. Nous avons les TPE qui sont aujourd'hui utilisés par les agents collecteurs, hein, des tableaux de paiement qui sont utilisés par les agents collecteurs au niveau des communes, qui n'existaient pas avant comme élément de mobilisation des ressources au niveau communal, alors qu'avant, ces agents collecteurs, hein, se faisaient le beurre sur le dos de la commune, étaient épaulés par des politiciens qui ne versaient pas entièrement les ressources mobilisées, hein, au régie de nos communes. Vous voyez que ces réformes-là renforcent, consolident la mobilisation des ressources au niveau communal. Aujourd'hui, cette digitalisation a favorisé, hein, vraiment une nette diminution des évasions de nos recettes par les acteurs, et également une meilleure adhésion des populations à la base. Parce que quand le citoyen voit qu'il paye directement par un terminal sécurisé que par le biais d'un agent dont il n'est pas sûr du reversement, vous voyez qu'il a un engouement de payer. D'accord. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là qui constituent aujourd'hui, hein, des atouts indéniables à cette élévation du niveau de mobilisation de ressources propres de nos communes pour faciliter le financement du développement local. Alors, nous faisons cette expérience depuis au moins 2 décennies. Là, nous abordons une 5e mandature. Avant de venir au défi de cette mandature, alors avec le bilan que nous avons essayé de faire, M. Adoukono, de votre position d'expert, pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie en matière de décentralisation ou il nous reste encore des étapes à franchir? Jusqu'à présent, nous avons choisi un seul niveau de décentralisation, c'est le niveau communal. Ça, c'est le choix du législateur. Alors, on peut décider demain à ériger un autre niveau, le niveau régional, où on aura des conseils de région, des présidents de région, comme dans d'autres pays. Nous avons décidé de rester au niveau communal. Et ce niveau est satisfaisant pour le moment? Et pour le moment, nous sommes dans un parcours honorable. D'accord. Puisque c'est un processus, nous sommes dans un parcours honorable. Et aujourd'hui, vous-même vous venez de dire à l'entame de votre émission que les populations attendent les responsables des grandes villes. Ça veut dire qu'il y a un engouement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils se sentent intéressés par la gouvernance à la base. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est déjà très important pour le citoyen de se voir avoir une responsabilité dans la désignation de ceux-là qui vont le gouverner. D'accord? Alors, ensuite, du point de vue du management, d'accord, des services ou de l'administration territoriale au niveau communal, oui, les différentes réformes qui sont opérées, d'accord, favorisent aujourd'hui une célérité dans la fourniture des services sociaux de base. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure. Pour pouvoir engranger ou améliorer durablement les conditions de vie de nos citoyens, nous devons renforcer ce qui est en train d'être fait afin que la mission de développement local qui est dévolue aux premiers responsables de nos communes soit véritablement perçue, correctement appréhendée et mieux animée. C'est très important. C'est très important.
Et aujourd'hui, et depuis plusieurs années, les maires doivent savoir qu'ils ne sont pas là seulement pour faire du classique, pour assurer une représentation institutionnelle de leur communauté. Non. Mais ils doivent travailler à ce que, à la fin de leur mandat, surtout qu'aujourd'hui, on leur donne un temps relativement raisonnable, qu'ils doivent pouvoir, in fine, rendre compte à leur mandat en disant voilà ce que j'ai pu faire avec les ressources que vous m'avez permis de mobiliser. Le problème, c'est qu'avec cette loi explicative de 2020 ou complétive de 2020, eh bien, le citoyen ne va pas élire le maire directement. Il élit un conseiller communal. Oui. Et c'est le parti politique finalement qui gère la désignation du maire. Oui. On a peut-être eu à faire le débat, mais avec ce développement que vous faites, cela m'oblige à poser la question, est-ce que celui qui arrive aura sa dévotion ne sera pas plus envers le parti politique plutôt que voilà, le citoyen qui l'a élu en tant que conseiller communal? Le citoyen n'a jamais élu directement un maire au Bénin, depuis l'avènement de la décentralisation. Il faut que ça soit clair. Aucun citoyen, d'accord? Je ne sais pas si vous avez eu la chance, quelque part au Bénin, d'élire directement votre maire et adjoint au maire dans une commune au Bénin. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Avant, au moins, c'était entre... Les citoyens élisent les conseillers communaux et municipaux. Oui. Et c'est en leur sein qu'ils élisent le maire. Oui. Alors, vous allez me dire que pourquoi est-ce que, à un moment donné, au lieu de continuer par élire les maires, on procède maintenant à leur désignation. Oui, le pourquoi on connaît. Le cas s'est produit en 2020, on ne va pas revenir non, sur ce détail-là. Je suis prêt à vous répondre à bâton rompu et à apporter mon éclairage de technicien. Alors, je peux vous dire, nous qui avons eu la chance d'assister à plusieurs installations de conseils communaux et municipaux, et en tant que responsable au premier plan. C'est vrai que du point de vue de l'usage institutionnel au niveau de la gouvernance locale, ça peut faire grincer des dents. Parce que bon, on ne voit pas ça souvent dans les autres formes de décentralisation dans d'autres pays, tout ça. Mais je peux vous dire, je peux vous faire cette confidence que si cette réforme intervenue, je ne veux pas rentrer dans l'esprit des législateurs qui l'a fait en ce moment, mais moi, la recette technique que moi j'en fais, la recette technique que je fais de cette réforme-là, c'est que cela évite le clientélisme politique, d'accord, au lendemain des élections communales. Moi, j'ai assisté à plusieurs reprises à des délocalisations des conseillers communaux et municipaux, juste parce qu'on ne veut pas que d'autres personnes les abordent pour pouvoir les ranger dans la position d'élection d'un maire. On a délocalisé des pères de famille, parfois même en dehors du territoire national, souvent en dehors de la commune. On a assisté à des marchandages, Si nous avons expérimenté, ce mode d'élection, et nous sommes rentrés dans cette déviance-là, dans cette perversion assez pointue, qui se fait répéter, au lieu de voir la qualité des candidats au niveau du conseil communal, pour désigner, n'est-ce pas, l'une des compétences les plus appropriées pour porter les défis de la vie, ce sont des calculs. Des calculs, même pas politiques, des calculs politiciens.
qui ont chaque fois supplanté la qualité de l'homme qui doit gouverner les conseils communaux. Oui. Et moi, quelles que soient les raisons politiques qui peut-être ont amené à cette loi complétive, moi, j'achète techniquement ce pan-là pour qu'on puisse évoluer. Pour qu'on puisse évoluer. Et j'estime déjà, à travers vous-même, votre introduction, que les castings des partis politiques sont en train, d'accord, d'être élevés. Puisque on a commencé l'émission en parlant de Cotonou. Alors, les deux personnalités dont nous avons parlé pour la ville de Cotonou, je ne suis pas sûr qu'ils sont les plus nantis des conseils municipaux, qui sont les plus en vue, qui sont les plus connus, d'accord, dans les partis politiques, hein, pour lesquels ils ont été candidats. Mais le parti a vu au regard des enjeux de la ville de Cotonou, voilà. Oui. Donc, on peut faire un certain nombre d'observations. D'accord. Du fait que, bon, est-ce qu'il aura la légitimité du conseil communal s'il est désigné par le parti, et ainsi de suite. Je suis d'accord, il est loisible à chacun de faire ses observations. Mais moi, je dis que dans le fonctionnement de la commune, on évite beaucoup de déviance de gouvernance par ce biais-là, par la désignation. Et mieux après, lorsque vous venez par fond de transfert en griffe monétaire, je m'excuse, quand vous venez, vous devez optimiser. Ma question était plus sur la redevabilité, d'autant plus que le citoyen n'élit pas directement son maire. La redevabilité, elle est directe. D'accord. Du fait que vous portez la charge de maire en tant que première autorité politico-administrative, d'accord, c'est vous qui conduisez la baraque. Bien. C'est vous qui veillez au bon fonctionnement de la mairie, pas le secrétaire exécutif. C'est vous qui êtes président du conseil communal ou municipal. Bien, oui. Ça, je l'ai compris. Voilà. Alors, la question précédente, enfin celle qui nous a amené à ce développement, c'était le niveau de décentralisation sur lequel nous sommes. Vous avez parlé de celui communal. Oui. Et il y a également une autre étape, celui régional, disiez-vous. Oui, cela implique quoi avant qu'on finisse avec les défis de la 5e mandature? Non, si nous devons aboutir à ce niveau degré de décentralisation, c'est que nous allons élire désormais des conseils régionaux, d'accord? Des conseils régionaux qui vont élire également le président du conseil régional, ok? Qui certainement sera directement l'élu qui sera opposé au préfet du point de vue de l'alignement du commandement. D'accord. Est-ce que vous voyez? Alors, aujourd'hui, nous nous sommes dit que la régulation qui est faite, la tutelle qui est organisée aujourd'hui, qui est gérée par les préfets au niveau des communes, se voit déjà assez subtile et très épineuse, cette régulation-là, pour qu'on puisse en rajouter. D'accord. D'accord? Pour qu'on puisse en rajouter. Et moi, j'ai toujours tendance, quand j'ai étudié un peu, j'allais dire, le mode de fonctionnement, l'ancrage institutionnel, des conseils régionaux dans d'autres pays, moi j'ai l'impression que c'est un niveau un peu plus alourdi de la décentralisation. D'accord? Et que nous devons essayer d'avancer. Ça, c'est mon avis personnel. Nous devons essayer d'avancer un peu plus à ce niveau communal, afin de mieux appréhender les enjeux, voir un peu qu'est-ce que nous pouvons porter, si nous devons élever, n'est-ce pas, le niveau de décentralisation, quelles sont les compétences que nous allons
conférer à ces régions qui seront instituées après si nous évoluons. Mais ce qui est clair, c'est que dans le processus, oui, nous allons aboutir un jour à l'autre à cela. Mais pour l'instant, moi, je préférerais qu'on évolue convenablement, qu'on scène correctement, qu'on solidifie, n'est-ce pas, les fondements de notre réforme pour que lorsque nous allons être véritablement prêts pour aller au second degré, oui, nous le ferions avec beaucoup de célérité et beaucoup de cohérence. d'accord. De cohérence. Aujourd'hui, nous entrons dans un septennaire d'alignement des mandats. C'est pour dire que les nouveaux élus qui sont en train d'être installés auront cette année pour gérer et améliorer le quotidien, en tout cas le service rendu à la base. Oui. Pour vous, monsieur Adokono, quelles sont les diligences à faire par ces nouveaux arrivants ou ces nouveaux venus pour mettre les citoyens dans de meilleurs, en tout cas le mieux possible, parce qu'on ne peut pas toujours tout gérer. Quelles sont les diligences à faire? Quels sont les pièges également à éviter? Quels sont les défis de cette nouvelle mandature? Merci beaucoup. Merci beaucoup. En termes de défis, premièrement, tout à l'heure, j'ai parlé de l'appropriation des élus de nos textes, des différentes dispositions qui régissent la gouvernance locale. Ça, c'est très important. Deuxièmement, le maire et ses adjoints qui sont en train d'être désignés, d'être installés, les jours qui vont suivre cette installation, quand ils vont prendre service, quand on va l'installer, ils vont posséder la passation de service, quand ils vont prendre service, il faut qu'ils essaient de faire l'état des lieux de chaque organe de leur commune. Ils ont déjà eu la première session ordinaire dans le mois de janvier. La seconde session ordinaire, c'est pour le mois d'avril, au terme de la loi. Le budget qui vient d'être voté, quelles en sont les grandes lignes? Le maire doit s'en approprier, voir quelles sont les obligations qui en découlent. Comment est-ce qu'il doit accompagner le secrétaire exécutif dans la mobilisation des ressources. Donc, pour mieux accompagner le secrétaire exécutif dans la mobilisation des ressources, il va falloir donc comprendre convenablement la structure du budget. D'accord? Il y en a qui n'en sont pas les techniciens, la plupart d'eux. Donc, ils doivent faire tout possible pour pouvoir comprendre, d'accord, l'ossature des principaux documents de planification, notamment le budget, les obligations qui en découlent, voir si après l'adoption du budget, est-ce que le secrétaire exécutif a procédé déjà à l'élaboration du plan de travail annuel. Parce que nous sommes en début d'exercice, ça c'est très important, pour veiller à ce que l'administration ne pilote pas. A vu que les responsables des services, que les directeurs, si c'est des municipalités ou des responsables de services au niveau des communes, on dirait, si ceux-là, si les missions qui leur sont dévolues sont clairement établies, il doit également voir le niveau d'exécution. Quand je prends la gestion de l'organe délibérant que constitue le conseil communal ou municipal, il doit pouvoir voir quelles sont les décisions qui sont prises lors de la dernière session ordinaire, quels en sont les niveaux d'exécution, d'accord, pour pouvoir continuer, pour pouvoir prendre le train en marche
très rapidement. D'accord. Est-ce que vous voyez? Alors, voir également, ça c'est fondamental, il faut que les présidents des conseils communaux et municipaux, au passage, je dis tous les maires sont des présidents, hein, parce qu'ils sont des présidents de leur conseil. De leur conseil, oui. D'accord? Ils doivent pouvoir voir quel est aujourd'hui le niveau d'exécution de leur plan de développement communal. Est-ce que nous en avons élaboré la nouvelle génération? Sinon, quel est le niveau du processus d'élaboration? Si on l'a fait, à quel niveau d'exécution nous en sommes? Il faut qu'ils commettent, s'il n'y avait pas eu une étude approfondie à ce niveau, il faut qu'ils essaient de faire une étude approfondie du niveau d'exécution du plan de développement communal pour savoir quels sont les leviers sur lesquels ils doivent agir pour continuer la marche et en apporter une plus-value. Est-ce que vous voyez? Ils ont été élus sur la base d'un programme. Leur programme n'est certainement pas le plan de développement communal. Et ils ne peuvent pas aussi, qu'ils ne peuvent pas aussi substituer leur programme de campagne au plan de développement communal de la ville. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le plan de développement communal n'est pas la volonté, n'est pas exclusivement la volonté, n'est-ce pas, du maire. Non, cela suit tout un processus. D'accord. D'accord? Et ils doivent savoir qu'ils sont venus dans un cadre institutionnel bien élaboré et de ne pas chercher à tout renverser. Ça, c'est très important. Ah non, je ne veux pas de ci, je ne veux pas ça, je ne veux plus voir ceci, je ne veux plus voir cela. Non. Il faut prendre le temps de bien comprendre, de bien s'approprier des process, de bien connaître ses obligations, d'accord, pour mieux appréhender les questions de façon méthodique. Oui. De façon méthodique. C'est très important. Ils ont le chacun pour le faire, donc au fur et à mesure, eh bien, c'est toute une équipe qui est autour et ils actualiseront. Et quand tout cela est fait, M. Adou-Konon, vous, à quel niveau voyez-vous nos communes s'élever après ce septennat? Le premier. Le premier niveau, déjà, c'est le niveau de mobilisation des ressources propres. À ce niveau, je pense que il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'investissements, beaucoup d'accompagnement de l'État central, nous venons de parler tout à l'heure, qui favorisent aujourd'hui la consolidation des ressources propres de la commune. Les impôts locaux, aujourd'hui, nous voyons que le ministre en charge de l'économie et des finances a vraiment renforcé sur le terrain les recettes des impôts, ça veut dire des centres des impôts, qu'on appelle CIP, des centres des impôts, qui sont chargés de la mobilisation des ressources fiscales pour le compte des communes. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Et nous voyons beaucoup de moyens qui sont déployés à ce niveau-là, en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles, en termes de technologie, d'accord, pour favoriser une mobilisation plus sereine. Et cela va abonder les caisses de la commune. Ça, c'est au niveau au niveau budgétaire. Au niveau budgétaire. Comme avancé, je crois que ces maires qui viennent d'arriver ne vont plus rentrer dans les malcompréhensions institutionnelles du début de cette réforme. Vous voyez, nous comprenons ceux qui viennent de partir au début, en 2022, 2023, 2022, quand les SE ont été installés, il y avait eu cette résistance-là en griffe. Mais au fil du temps, ça s'est amélioré. Donc ceux-là, aujourd'hui, ils vont respecter cette séparation des pouvoirs entre les organes politiques et l'administration communale qui est gérée de fond en comble par
par le secrétaire exécutif. Et moi, je crois que à ce niveau, il y aura vraiment, il y aura plus de problèmes, a priori. Il n'y aura plus de problèmes. Je pense également que il y aura également une célérité dans le suivi des documents, dans le suivi de la mise en œuvre des documents de planification. Si vous voyez, le maire n'étant plus dans la gestion quotidienne, aujourd'hui avec ses adjoints, ils doivent pouvoir s'adonner à ce que les ressources, j'allais dire les potentialités de leur commune puissent être profondément explorées pour pouvoir contribuer plus efficacement à l'économie locale. Parce que si l'économie locale se porte bien, le tissu économique au niveau local va mieux se porter. Tous les secteurs économiques du primaire, secondaire au tertiaire vont, n'est-ce pas, accumuler de la richesse ou de la plus-value et vont mieux abonder, n'est-ce pas, les caisses de la commune. Donc, il sera, je crois que c'est une difficulté, je crois et j'ai foi que les nouveaux maires et leurs adjoints auront beaucoup plus à s'adonner à ça. Et à assurer également l'arrimage de leurs décisions quotidiennes, de leurs délibérations au niveau des organes de gestion avec ces documents de planification. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous remarquons, ce qui continue de persister dans nos communes, c'est le défaut. Nous constatons toujours un défaut d'arrimage entre les outils de gestion et les documents de planification. Et ça, c'est très important. Pour élaborer un budget, il ne faudrait pas seulement voir le besoin de tel arrondissement, le besoin de tel village. Il faut voir, en élaborant le PDC, si nous sommes à la 3e année, qu'est-ce que nous avons prévu de faire pour que, in fine, à la fin, n'est-ce pas, de ce plan, nous puissions être heureux de dire voilà ce que nous nous sommes dit, ce que nous sommes donnés comme ressources, ce que nous sommes donnés comme résultat, voilà ce que nous avons pu faire, apprécier, chers concitoyens. Ils bénéficieront donc des compétences de vos collègues qui sont dans cette mairie, les SE aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est pour dire que la machine est bien huilée pour que notre niveau de décentralisation puisse connaître davantage de beaux jours, puisse connaître une autre évolution afin qu'on puisse effectivement gagner dans cette décentralisation, en tout cas gagner dans ce que nous avons choisi au niveau de la gestion, de la gouvernance à la base. Vous l'avez compris, nous avons fini pratiquement. Ah bon, déjà? Oui, nous avons fini. Je vous donne quelques minutes pour conclure, avant qu'on ne nous reprenne l'antenne. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier votre antenne pour nous permettre d'échanger avec nos concitoyens sur ces enjeux qui ne sont pas souvent perceptibles par tout le monde. Et je voulais demander, premièrement, à ces nouveaux responsables des communes qui sont en train d'être désignés, de vraiment se donner à la tâche. Ils ont aujourd'hui un cadre réglementaire, un cadre légal, un cadre institutionnel qui favorise leur épanouissement en tant que maire, en tant qu'adjoint au maire. Et ils ont tout intérêt à réussir cette mission pour que, in fine, les réformes qui sont en train d'être mises en place pour consolider la gouvernance locale, qu'ils en soient les pionniers et que demain, le citoyen, parce que quelles que soient les réformes qui sont mises en place, il faut que le citoyen puisse se retrouver, puisse sentir une amélioration de la qualité des services sociaux de base, puisse sentir un renforcement de l'économie locale afin que le développement à la base soit une réalité. Parce qu'il y a une adage qui dit que le développement, quel que soit là où il est pensé, où il sera local,
ou il ne le sera jamais. Merci à vous, Gida Seman Adoukounou. Vous êtes expert en décentralisation et développement local. Avec vous, nous avons fait le bilan de ces 6 années, en tout cas de la 4e mandature, et abordé les défis de cette 5e mandature. Quand on fait le bilan de la 4e, on a parlé de cette réforme justement de la décentralisation et qui, comme vous venez de le dire, a donné toutes les armes nécessaires aux communes pour un réel développement. Bonne arrivée donc aux nouveaux élus, bonne installation à eux. On verra bien à terme ce que le mandat va donner. Ce qui est sûr, comme vous l'avez dit, ils ont les moyens nécessaires pour que tout aille au mieux. Absolument. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est tout pour l'entretien de ce dimanche, que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de nos plateformes numériques, sur notre chaîne YouTube ETV Bénin, également sur notre application ETV Bénin que vous pouvez télécharger. ETV avec vous, pour vous. Le programme se poursuit.